Bienvenue, aujourd'hui on explore une histoire assez incroyable tirée d'un texte qui s'appelle Histoire d'un maître et d'un élève, des abysses au sommet. C'est l'histoire d'une rencontre qui change tout. Pas juste des notes, hein, mais une vie. Exactement. Notre but, c'est de voir comment un mentor peut transformer un parcours qui semblait fichu en réussite. Et comment le savoir partagé peut même guérir. Prêt à décortiquer ça? Prêt. Alors, le contexte, c'est important. On est en 1995. On a ce jeune étudiant très motivé au départ qui se lance dans une nouvelle spécialité supérieure en automatisation et informatique industrielle. Ça a l'air prometteur. Oui, sur le papier. Sauf que voilà, l'enthousiasme, il retombe vite, très vite. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'était si terrible. Apparemment, oui. Le texte parle de cours chaotiques, de profs pas vraiment préparés, pas de vision claire. Bref, 6 mois vraiment désastreux. Au point que l'étudiant pense sérieusement à tout laisser tomber. Il décrit ça comme un tunnel sombre. Le fond du trou, quoi. C'est ça. Et c'est pile à ce moment-là qu'un ami lui glisse un nom. Ah, le fameux ami providentiel. Exactement. Il lui parle d'un chercheur, un type brillantissime, un génie même, mais Retiré. complètement. Il a fait un gros burn-out et s'est coupé du monde scientifique. Ah oui, quand même. Et l'ami prévient, hein, attention, hein, sa relation avec ton domaine, c'est fini. Rupture totale. C'est pas une petite mise en garde. Mais l'étudiant, lui, il sent quelque chose, c'est ça, une intuition. Très forte, oui. Le texte dit qu'il a cette conviction. Cet homme est la lumière dans ton tunnel sombre. Et il a aussi cette idée, apprise d'ailleurs, la compagnie de telle personne est un grand gars. Alors il se dit, bon, je tente. Il faut oser dans ces cas-là. Il faut oser. Surtout qu'on ne parle pas de n'importe qui. Ce chercheur, avant, c'était le cerveau de projets gouvernementaux hyper importants pour une grosse boîte européenne. Mais voilà, le succès a eu un prix terrible. Le burn-out l'a vraiment abîmé, au point qu'il ne supportait même plus de voir les appareils électroniques. Incroyable. Il était revenu au pays, blessé, incapable d'entrer dans son propre labo. D'accord. Donc la première rencontre, elle se fait où? Chez lui? Oui, dans sa villa près de la mer. Mais l'image est surprenante. C'est-à-dire? L'étudiant s'attend peut-être à voir un savant un peu enfermé, tu vois. Et pas du tout. Il trouve un homme, la cinquantaine, soixantaine peut-être, mais super actif, souriant, simple, en train de bosser sur un mur avec des maçons. Ah oui, loin du cliché. Complètement. Pas d'arrogance, rien. Et l'étudiant, comment il aborde ce personnage? Il ne débarque pas en disant « aidez-moi avec mes cours, j'imagine ». Non, non, très fin. Tout en élégance et en respect sincère. Il commence par dire en gros « Je suis ravi de vous rencontrer, mais pas pour votre science, pour votre personne, votre moralité. C'est fort, ça. » Oui. Et il cite même une maxime apprise. Un peu de savoir-vivre masque le manque de science, mais la science ne masque pas le manque de savoir-vivre. Jolie entrée en matière. Ça a dû plaire. Ça a dû détendre l'atmosphère, oui. Du coup, la conversation commence tranquillement sur des sujets généraux. L'étudiant fait gaffe, il évite le sujet qui fâche, la technique. Par respect. Oui, mais surprise, surprise, c'est le maître qui revient dessus. Ah bon? Oui, il demande. Mais au fait, qu'est-ce que vous étudiez exactement? Quels composants vous voyez? Il est curieux malgré tout. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça, d'après le texte? L'attitude de l'étudiant, peut-être? Cette approche respectueuse? C'est fortement suggéré, oui. Le respect, l'intelligence perçue chez l'étudiant. Ça a peut-être ouvert une brèche. Alors, l'étudiant, sentant l'ouverture, il mentionne un truc. Le circuit duplex. Le circuit duplex, juste pour nous, c'est quoi en gros? En gros, c'est un circuit qui permet de faire passer des informations dans les deux sens sur une même ligne. Assez basique mais fondamental en électronique, télécom. D'accord. Et là, il se passe quelque chose. Ah oui. Là, c'est le déclic. Le maître, il attrape un bâton qui traînait par terre. Il s'accroupit. Un bâton. Oui, un bâton. Et il se met à dessiner le circuit sur le sol, à expliquer comment ça marche. Mais pas comme un prof lambda, avec une passion, une ferveur. L'étudiant dit qu'il n'avait jamais vu ça. L'étincelle qui se rallume. Exactement. Pour l'étudiant, c'est une révélation. Il se dit « J'ai vu une passion renaître, un vrai maître qui donne sans compter. Le sol, un bâton, et la transmission passe intensément. » Là, il sait, c'est lui, son guide. Et le maître, il le sent aussi, cet échange. Apparemment oui. Touché par l'attitude de l'étudiant, qui a aussi l'intelligence de s'éclipser au bon moment, sans abuser le maître, lui fait une offre incroyable. Il lui dit « Écoute, je suis ton grand frère. Ici, c'est la maison de ton frère. Tu viens quand tu veux, appelle avant, c'est tout. » C'est énorme. C'est plus qu'une aide ponctuelle, là. C'est une adoption, presque. Pour l'étudiant, c'est la confirmation. Il a trouvé son mentor, son sauveur, comme il dit.
Et après cette rencontre clé, comment ça se passe? L'apprentissage commence direct? Pas tout à fait. Il y a une phase d'apprivoisement, on pourrait dire. Ah oui, Oui. Pendant 2 mois environ, les cours continuent dehors, dans le jardin, sur le trottoir. Toujours avec le bâton et le sol. c'est l'étudiant qui garde cette distance? Oui, par respect. Il ne veut pas brusquer les choses. L'important, c'est d'abord de consolider le lien, la confiance. Toujours cette élégance. Fascinant. Jusqu'au moment où le maître l'invite à entrer. Voilà. Un jour, le maître insiste, entre donc. Mais pas dans la maison elle-même, dans son laboratoire privé. Ah, le fameux laboratoire inaccessible. Exactement. Et là, l'étudiant découvre ce qu'il appelle une grotte à sa porte, sans voleur. C'est une caverne d'Ali Baba pour un électronicien. Des appareils de mesure rares, des plaques de circuits partout, des milliers de composants. Il réalise qu'il a accès à une université privée. Un truc incroyable. C'est l'accès au matériel. Mais quid de la méthode d'enseignement? Elle est classique. Pas du tout. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'étudiant se met en position d'apprenti total, je te suis, fais ce que tu veux, et le maître, lui, il laisse tomber le programme officiel de l'Institut qu'il trouve trop faible. Il fait son propre programme, en somme. Oui, il se concentre sur l'essentiel, les principes fondamentaux, les règles de l'art, comment construire une pensée d'ingénieur. Sa devise, c'est « l'enseignant sans contrainte et l'apprenant sans contrainte ». C'est un apprentissage libre, en profondeur, basé sur la passion et la confiance mutuelle. Et c'est dans ce cadre qu'émerge une philosophie particulière, la sagesse d'or. C'est quoi exactement? C'est une phrase clé du Être. Le projet réussi est celui qui est réalisé avec ce qui est disponible et accessible. Faire avec les moyens du bord, en gros? C'est plus que ça. C'est transformer la contrainte en moteur d'ingéniosité. C'est la débrouillardise élevée au rang d'art. Savoir adapter, créer, même quand il manque des choses. L'exemple du potentiomètre, il illustre bien ça, non? Parfaitement. Ils ont besoin d'un potentiomètre linéaire pour une fonction précise. Impossible d'en trouver un. Alors ils font quoi? Ils abandonnent? Pas du tout. Le maître dit « Attends, il va chercher une vieille radio, il démonte un potentiomètre logarithmique qui n'a pas la même courbe de réponse, et il l'adapte. Évidemment, ce n'est pas idéal. Mais est-ce que ça marche? Oui. Il suffit de compenser la différence dans le programme informatique. C'est brillant, simplicité en fait. C'est ça, l'ingéniosité sous contrainte. Trouver la solution fonctionnelle avec ce qu'on a sous la main. Et cette philosophie, j'imagine qu'elle va être au cœur du projet de fin d'études? Et qui s'annonce compliqué. Ah oui, très ambitieux. Le maître ne veut pas d'un stage passif pour son élève. Il lui propose un défi. Construire un robot complet, de A à Z. Un robot, carrément. Oui, et il fait bien la différence. L'automatisation simple, c'est de la programmation morte. La robotique, c'est intelligent et flexible. L'étudiant est un peu sidéré, il demande si c'est faisable. Réponse du maître, oui. Et on fera même plus complexe. Confiance totale. Waouh. Et ce robot, il doit faire quoi? Comment il est conçu? Le cahier des charges est précis. 2 axes de mouvement. Un moteur pour le vertical, tilt, un pour l'horizontal, panne. Le cerveau, c'est un microprocesseur Z80. Choix intéressant d'ailleurs. Pourquoi? C'est pas celui qu'il apprenait à l'Institut? Non, à l'Institut, c'était plutôt le Motorola 6809. Le Z80 est un autre classique, très formateur, mais différent. C'est un choix délibéré du maître pour forcer l'élève à aller plus loin. Malin. Oui. Ensuite, il faut une interface de puissance pour commander les moteurs sans griller le microprocesseur. Et le point crucial, un système de feedback. Le feedback. Oui. Pour savoir où est le robot. Exactement. C'est ça qui rend le système intelligent. Le moteur fait tourner un engrenage qui fait tourner un potentiomètre. La résistance du potentiomètre change, elle est convertie en une fréquence par un composant appelé VCO. Oscillateur commandé en tension, c'est ça? C'est ça. Et le Z80 lit cette fréquence. Comme ça, il sait à tout moment la position exacte du bras. C'est ce qu'on appelle une boucle fermée. Très important. D'accord, je vois. Avec des bras en alu et un capteur pour attraper des objets? Un capteur électromagnétique, oui. Mais il y a une astuce de conception qui est particulièrement géniale, non? Un truc auquel personne ne penserait. Ah, vous pensez aux ampoules? Oui, racontez-nous ça. Alors ça, c'est du pur génie système D du maître. Il propose de mettre une simple petite ampoule électrique en parallèle sur chaque moteur. Une ampoule? Pour faire joli? Non, pas du tout. C'est un frein. Quand un moteur électrique s'arrête brutalement, surtout s'il a de l'inertie, il génère un courant inverse. C'est le back EMF, la force contre-électromotrice. Ce courant peut perturber l'électronique de commande, voire l'endommager, et surtout il empêche un arrêt net et précis du moteur. Et l'ampoule, elle fait quoi? Elle s'allume très brièvement au moment de l'arrêt, et elle absorbe cette énergie excédentaire.
comme une résistance dynamique, mais très simple et visuelle. C'est incroyable. Une ampoule qui sert de frein moteur. C'est exactement cette sagesse d'or en action. Trouver une solution simple, disponible, élégante à un problème complexe. Exactement. C'est un frein efficace, ça protège le système, ça sert d'indicateur visuel, on voit l'ampoule flasher à l'arrêt, c'est économique, bref, c'est génial. Le maître dit « l'ampoule est un frein distinctif et efficace ». Le défi technique est énorme. Mais il y a aussi le côté administratif, le temps. Oui, 5 mois seulement, de février à juillet, et il faut trouver une entreprise marraine pour valider le projet officiellement. 5 mois, c'est court. Le maître assure, on a largement le temps. Et pour l'entreprise, curieusement, ça se passe très bien. Un chef d'entreprise est tellement impressionné par l'idée qu'il accepte tout de suite. Il dit même que c'est un honneur. Le plus dur, ça va être l'institut, j'imagine. Il est sceptique, limite moqueur. Le texte cite ces mots « Tu te moques de moi? Faire tout ça? Chaque partie pourrait être un projet à elle seule. Pourquoi tant de défis et de complexité ?» Ouch! Mais l'étudiant, il a la confiance de son maître maintenant. Il a vu que ses paroles, ses actes, alors il tient tête. Il répond un truc comme « C'est mon destin, j'adore le défi et je déteste la simplicité. » Gonflé, mais ça passe. Il obtient l'accord. Oui, mais sous conditions très strictes. L'entreprise doit confirmer par écrit et interdiction de changer de projet en cours de route. La pression est maximale, pas de filet. Et le travail commence. J'imagine des nuits blanches dans le labo. Exactement. Bien avant la période officielle du projet. L'étudiant sacrifie ses week-ends, ses soirées, ses conceptions, soudure, programmation en assembleur Z80, pas simple, tests, erreurs, tout refaire. Un vrai marathon. Et le maître, il est là. Toujours. Présent, mais discret. Il guide, il conseille, mais il refuse toute reconnaissance publique. C'est vraiment le maître présent absent. Il est partout dans le projet, mais invisible officiellement. Arrive le grand jour. La soutenance, l'ambiance doit être particulière. Oui, salle pleine. Un mélange de curiosité, parce que le projet a fait du bruit, et de scepticisme. Beaucoup pensent que c'est trop beau pour être vrai. L'étudiant arrive, assez simplement, avec un sac de sport. Il en sort le robot et commence à l'assembler, calmement, devant tout le monde. Juste l'assemblage, ça devait déjà impressionner. Oui. Et là, avant même de commencer son exposé, il fait un truc génial. Quoi donc? Il demande « Je peux juste tester si ça marche ». Il branche, il lance une commande simple. Un moteur s'active, le bras passe de l'horizontale à la verticale. Et là? Stupéfaction dans la salle. Le texte dit que les étudiants se sont levés pour mieux voir, le jury s'est tu. D'un coup, tout le monde a compris. Ce n'est pas juste un projet sur papier. La machine est là, elle fonctionne. Quel coup! Le message est passé sans un mot. C'est ça. Je ne suis pas là pour blablater. Regardez. Crédibilité établie d'emblée. Et il enchaîne avec une petite démo. Oui, un petit programme. Le robot attrape des pièces métalliques, les déplace, les lâche un peu n'importe comment. L'étudiant commente avec humour « Le chaos était le titre, mais c'était le plus beau chaos que j'ai jamais vu. » Ça détend l'atmosphère, le jury rit, il est clairement impressionné. Il lui demande même d'arrêter la démo. Ils sont convaincus. C'était un début calculé, parfait pour prendre le contrôle. Brillant. Ensuite, l'explication technique. Comment ça se passe avec le jury? Il explique tout. Les axes, le choix du Z80, le système de feedback, l'isolation. Il est clair, précis, il maîtrise son sujet. Et chose fascinante, la plupart des membres du jury n'osent pas poser de questions. Ils se sentent un peu dépassés en fait. Les rôles sont inversés? Complètement. Sauf un. Il y a un expert audacieux, venu spécialement pour l'occasion, qui lui pose des questions très pointues. Du genre? Il demande par exemple l'adresse exacte du début du programme dans la mémoire. C'est un détail, mais ça montre si on connaît vraiment l'intérieur de la machine. Et il revient sur le choix du Z80, pourquoi celui-là et pas le 6809 enseigné. Il teste la profondeur de la réflexion d'ingénieur, au-delà du simple apprentissage. Et l'étudiant s'en sort? Très bien. Ses réponses sont solides, argumentées, il montre qu'il a compris les principes. Et la conclusion de cet expert? Elle doit être attendue. Elle est très forte. Il dit en substance: bon, imaginons que vous ayez trouvé ce projet tout fait. Rien que pour la façon magnifique dont vous l'avez présenté, je vous mettrai 25 sur 20. Waouh! Mais, ajoute-t-il, je suis absolument certain que vous avez travaillé comme un forçat dessus et que vous en connaissez tous les secrets. C'est une reconnaissance énorme, sans aucune ambiguïté. Magnifique. Mais ce n'est pas fini, Somme. Il reste le coup de grâce. Les ampoules. Ah oui, le bouquet final. L'étudiant malicieux demande au jury « Au fait, vous avez vu les petites ampoules sur les moteurs? À votre avis, à quoi elles servent ?»
Et le jury tombe dans le panneau. Oui, réponse logique. Pour éclairer, pour faire jouir. Et là, l'étudiant révèle le secret. Non, ce sont des freins dynamiques. Il explique le principe du bac IMF et comment l'ampoule l'absorbe. Réaction dans la salle. Restupéfaction générale. Puis, des applaudissements nourris de tout le monde. L'étudiant est un peu gêné, mais on imagine la fierté, la gratitude, toute la fatigue, tous les doutes envolés. La note finale reflète ce succès? Oui, excellente note, 19 sur 20. Mais comme le dit le texte, l'essentiel n'est pas là. Non, l'essentiel, c'est ce qui se passe après, avec le maître. Exactement. L'étudiant va voir son maître pour le remercier. Il lui dit « C'est vous qui m'avez sauvé, qui m'avez sorti de l'égarement. » Et la réponse du maître est renversante. Complètement inattendu. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit? Mais non. Au contraire, c'est moi qui te remercie. C'est toi qui es venu me chercher, qui m'a ramené à la vie, qui m'a guéri de ma maladie. Incroyable. Il ajoute « Avant que tu arrives, j'étais malade. Maintenant, c'est moi qui profite de toi. Ma vie, celle que j'adore, m'est revenue grâce à toi. » C'est magnifique. Cette réciprocité absolue. Le maître sauve l'élève de l'échec scolaire et du découragement. Oui. Et l'élève, par sa simple présence, son respect, son engagement dans le projet, il guérit le maître de son burn-out, de son dégoût pour sa propre passion. C'est exactement ça. Une guérison mutuelle. Ça montre que transmettre, partager son savoir, ce n'est jamais à sens unique. Ça peut être profondément thérapeutique dans les deux sens. Le texte parle d'une relation d'amour pur, humain, scientifique et même spirituel. C'est une histoire vraiment très forte. Et après ça, La relation continue. oui, elle perdure un temps après le diplôme. Mais plus tard, le maître prend une décision radicale. Laquelle? Il vend sa villa et part vivre isolé en montagne. Le texte dit qu'il ne supportait plus le comportement social dominant. Un retrait total cette fois. Définitivement. Définitivement. Et l'étudiant comprend, avec le recul, qu'il a sans doute été le dernier élève, le dernier projet de cet homme exceptionnel. Comme si leur rencontre était une sorte d'arrangement divin, un moment précis où ils devaient céder l'un l'autre, avant que le maître ne se retire pour de bon. Ce retrait final, c'est intéressant. On peut y voir une forme de sagesse ultime, mais peut-être aussi une difficulté persistante à s'adapter au monde extérieur, malgré la guérison partielle. C'est une bonne question. Le texte penche plutôt vers le choix délibéré, le retrait du sage face à une société qu'il rejette. Mais ça souligne surtout, encore une fois, ce côté maître présent absent. Investissement total dans la création, puis effacement complet au moment des lauriers. L'humilité jusqu'au bout, le don pur. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ce qu'on vient d'explorer, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? D'abord, l'impact incroyable qu'une seule rencontre peut avoir. Ça change une vie. Oui, ça c'est clair. La force de la passion aussi, quand elle est ravivée, c'est un moteur surpuissant. Tout à fait. Et puis, l'importance capitale d'un vrai mentorat. Pas juste technique, mais basé sur le respect, le don désintéressé. J'ai beaucoup aimé aussi cette idée de la sagesse d'or, l'ingéniosité qui naît de la contrainte, faire beaucoup avec peu. C'est très inspirant. Oui, et ça dépasse largement l'ingénierie. Et enfin, bien sûr, cette dimension très touchante de la guérison mutuelle. Partager, transmettre, ça peut soigner. C'est ça. Et au fond, cette histoire, elle nous pose des questions à nous aussi, non? Bien sûr. Comment on repère, nous, ces figures de maîtres potentiels dans nos vies, ces gens qui peuvent être une lumière? Et comment on cultive ces relations? Pas sur le calcul, mais sur le respect, la passion partagée. Exactement. Et cette philosophie du faire avec ce qui est disponible, comment on pourrait l'appliquer plus souvent dans nos boulots, nos projets, nos vies tout court? Est-ce que ce n'est pas ça souvent la vraie innovation? Et peut-être une dernière réflexion pour nos auditeurs. Au-delà des compétences, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? On a vu ici l'élégance, la persévérance de l'élève, l'humilité, le dévouement incroyable du maître. Ce sont ces qualités humaines-là qui ont tissé le fil de cette transformation. Oui. Alors, qui sont nos maîtres à nous, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas? Et comment, à notre tour, même modestement, on pourrait être cette petite étincelle pour quelqu'un d'autre, rallumer une flamme, éclairer un bout de chemin? Voilà, matière à réflexion.